Et pour en parler, on a notre invité de ce jour, Fabrice Eppelboin. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je voulais t'inviter pour parler, évidemment, comme je viens de le dire, de Chat Control, qui est, à mon avis, le sujet principal qui devrait nous intéresser cet automne. Donc, une nouvelle législation au-dessus du DSA qui vise à passer outre le chiffrement, en fait, en lisant les messages que vous envoyez dans les messageries cryptées avant le chiffrement, et via un algorithme pour voir s'il y aurait éventuellement de dangereux pédocriminels qui échangent les photos de vacances avec leurs enfants. Et le risque, évidemment, c'est que l'algorithme se trompe, qu'il y ait beaucoup de fausses alertes, et surtout la fin d'un modèle de société. C'est-à-dire que là, on est dans une volonté de transparence imposée qui est propre au régime autoritaire. Oh, pas tant que ça, hein. En 2015, avec mes petits camarades de Reflet, on avait publié dans Mediapart une investigation qui montrait que il y avait un dispositif qui s'appelait IOL, qui avait mis en place des systèmes d'écoute sur toutes les infrastructures françaises. Donc, dès 2015, il y avait déjà dans la presse des éléments qui permettaient d'affirmer que non, on met la population sous écoute depuis belle lurette. Simplement, les technologies évoluent. Et donc, typiquement, les technologies qu'on avait mis en place en 2015, qui s'appellent le Deep Packet Inspection, qui consiste à faire de l'interception entre l'émetteur et le récepteur, si le signal il est chiffré, ça sert à rien l'interception. Donc, il faut trouver d'autres techniques. Donc, en fait, Chat Control, c'est plutôt l'évolution et le passage à une dimension européenne plutôt qu'une dimension nationale, la surveillance de masse, qui est quelque chose qui, d'un point de vue décisionnel politique, remonte plutôt a priori à Sarkozy à l'époque où il était ministre de l'Intérieur. Donc ça date, hein, ça date. Mais c'est quoi? C'est qu'à l'époque, les technologies ne le permettaient pas et qu'avec les avancées de l'IA, etc., là, on se dit, Non, on c'est peut qu'à aller plus l'époque, vite, non? à l'époque, les échanges n'étaient pas chiffrés. Il n'y avait quasiment pas de HTTPS. Ça s'utilisait exclusivement pour des trucs comme des applications bancaires ou des choses comme ça. Mais typiquement, l'accès à ta boîte webmail n'était pas chiffré. Parce que ce genre de technologie n'était pas connu, on n'avait pas encore d'historique d'abus de cette technologie par différentes dictatures, et donc Google n'avait pas passé. Google a passé Gmail en HTTPS à partir du printemps arabe, quand ils se sont aperçus de bidouilles faits notamment par Ben Ali pour intercepter ce genre de communication. Ouais. On se rappelle aussi les Français qui avaient vendu à Kadhafi un outil de contrôle. Hein, Ça, c'était à MI6. Il y a vraiment l'assurance de masse des citoyens européens, alors en tout cas français et puis maintenant européens, mais les autres ont fait des choses similaires. Ça remonte à une quinzaine d'années facilement. Donc Chat Control, c'est vraiment la fin de la fin, quelque chose qui verrouillera jusqu'au jour où il y aura suffisamment de gens qui basculeront vers d'autres systèmes de messagerie qui seront très clairement illégales, mais qui feront ça dans la clandestinité. Alors, il y a des messageries illégales et puis il y a aussi un des anciens fondateurs de Twitter, il me semble, qui a lancé BitChat et non pas ChatBit, qui est un outil qui permet de passer via le Bluetooth plutôt qu'autre chose et qui crée en fait des relais via les téléphones des uns et des autres. Est-ce que ça, c'est une solution? Non, c'est d'ailleurs une solution qui avait été inaugurée sous un autre nom lors des manifestations à Hong Kong. Ça date de, je sais plus très bien, 2015, 2016. Vous retrouverez ça facilement. Donc c'est intéressant techniquement, mais c'est absolument pas un truc qui peut remplacer WhatsApp et Signal. C'est une autre typologie de messagerie pour des conditions qui sont très différentes. C'est comme Olvid ou Scred, qui sont des messageries, je vais dire, super chiffrées pour simplifier les choses, mais qui sont beaucoup plus contraignantes d'utilisation que Signal et WhatsApp, et qui sont pas une alternative, qui sont très bien si vous êtes dans un environnement extrêmement offensif, où vous devez être absolument certain que l'interlocuteur que vous avez en face de vous, c'est bien lui, il n'y a pas usurpation. Mais pour le commun des mortels, c'est pas vraiment pratique. Ouais, et ces messageries, tu dis que certaines devraient être à la limite de la légalité.
parce qu'il y aura plus du tout de chiffrement possible. Et est-ce Non, que... non, non, le chiffrement s'est imposé. Maintenant, tout est chiffré. Ouais. Parce que donc ça, c'est pas le chiffrement va pas disparaître. Hein. C'est pas Mmh. possible. D'un point de vue cybersécurité, ça serait suicidaire. Non, là, il s'agit de poser des mouchards de façon à récupérer l'information avant qu'elle soit chiffrée, Mmh. tout simplement parce qu'on peut plus l'intercepter lors de son transfert vu qu'elle est chiffrée. Ouais. Ça a été une grosse contrainte pour tout un tas de gens, que ce soit les pires dictatures comme des services de police qui enquêtent effectivement sur la pédopornographie, parce qu'il y a des services de police qui n'enquêtent pas grand-chose. Hein. On doit les compter sur les doigts de la main. Mais malgré tout, il y a des gens dont c'est le métier. Après, c'est une question de trade-off. Est-ce qu'on veut passer dans une société Big Brother pour lutter contre la pédopornographie? Est-ce que la lutte contre les pédophiles, c'est vraiment un argument qui vous convainc aujourd'hui en France? Bah, en fait, le problème, c'est que tout est fait au nom de la protection, effectivement, des enfants, de la lutte contre la pédocriminalité ou bien du narcotrafic. On se rappelle de l'arrestation de Pavel Durov, hein, le fondateur de Telegram. C'était il y a 1 an, en France, sur la base justement du fait que sa plateforme ne faisait pas assez dans la lutte contre la pédopornographie. Lui explique, il y a 1 an, la police française m'a arrêté pendant 4 jours parce que des individus dont je n'avais jamais entendu parler utilisaient Telegram pour organiser des crimes. Arrêter le PDG d'une grande plateforme pour des agissements de ses utilisateurs était non seulement sans précédent, mais aussi absurde, tant sur le plan juridique que logique. Et il ne mâche pas ses mots, puisqu'il explique ensuite que en fait, ils auraient pu passer par les procédures de Telegram. Il doit toujours être tous les 14 jours en France, hein, pour pointer et être sûr. Son arrestation n'a eu aucun résultat, si ce n'est porter atteinte à l'image de la France, ce qu'il dit. Et il n'y a rien eu suite à ça. Enfin, pourquoi une telle procédure vis-à-vis de Pavel Durov? Et dans ce cas-là, pourquoi on ne fait pas la même chose avec Elon Musk quand il vient en France? On fait la même chose avec Elon Musk. Il y a une procédure qui est engagée depuis 1 mois et demi, 2 mois, à l'initiative d'Éric Bothorel, qui est l'un des rares députés qui comprend quelque chose au cyber, et qui vise à incarcérer Elon Musk ou le patron de Twitter France, qui lui tombera sous la main à l'issue de la procédure. Mais ça change quoi de faire ça? Si Elon Musk est en France à l'issue de la procédure, il y aura une garde à vue et un épisode tragicomique comme on l'a vu avec Pavel Durov. Ouais. Sinon, ils mettront en tôle le patron de Twitter France. Dans quel but, en fait? Il faut quand même relativiser. Hein. Certes, Pavel Durov est un prisonnier politique, mais il est au crayon. Oui, c'est ça. Non, mais bien sûr, il n'est pas maltraité. Mais ouais, il y a vraiment pire comme condition de détention. Hein. On est encore très, 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 très loin d'un régime dictatorial. Mais c'est ça, mais surtout, c'est qu'on voit qu'il y avait un but politique d'intimidation, puisque lui explique que les pratiques de modération sont conformes aux normes qui sont imposées, et Telegram avait répondu à toutes les demandes juridiquement contraignantes émanant de la France. Donc pourquoi faire ça? Moi, j'ai toujours pas ma réponse par rapport à Durov. Durov, il pose un vrai problème. C'est-à-dire que contrairement à la plupart des autres, hein, il n'est pas américain et donc, en tout cas jusqu'à une période récente de brouille avec les États-Unis, ça ne passait pas par des canaux traditionnels de coopération entre grandes puissances et entre services de renseignement. Et puis, il n'est pas pour autant chinois, donc autant avec quelqu'un qui est pour ainsi dire un freelance, qui n'a pas vraiment de nationalité, c'est un ultra riche qui collectionne les passeports. Oui, c'est ça. Macron lui avait offert le passeport français en 15 jours. Hein. Ouais. Oui, Macron lui avait offert le passeport français, il a un passeport émirati, il a un passeport russe, et puis il doit en avoir 1 ou 2 autres supplémentaires, je ne sais pas, mais on ne peut plus vraiment rattacher ce genre d'individu à une nation. Donc, du coup, ça donne une véritable fragilité. Alors que TikTok, vous vous confrontez à la puissance chinoise. Donc là, ça rigole beaucoup moins. La France la ramène beaucoup moins quand il s'agit de faire le mariole devant les Chinois. C'est clair. Et d'ailleurs, est-ce que les États-Unis aussi, Donald Trump avait commencé à menacer d'interdire TikTok, donner 50 jours de moratoire pour voir, etc. Ça en est où, ça? On a l'impression que ça fait partie de ces déclarations qui partent. Non, pas du tout. C'est les fameux deals de Donald Trump. Il est en train de négocier le rachat de la partie américaine de TikTok par un acteur américain. On ne sait pas très bien où ça en est. C'est vraiment une négociation de business qui se passe en coulisses. On verra bien ce à quoi ça aboutira, mais c'est toujours l'objectif des Américains.
C'est très clairement de nous laisser avec des TikTok chinois et eux de se constituer un TikTok américain, parce qu'ils sont quand même très bien placés pour comprendre à quel Ouais. point ces outils sont une arme ultime du soft power. Mais Donc ça paraît assez rationnel de la part des Américains de faire ça. Bah, justement, j'en parlais avant que tu viennes à l'antenne. Je sais pas si tu as entendu, ce document du Pentagone qui a été révélé par The Intercept, sur, donc le renseignement américain qui veut recourir à la propagande, aidée par l'intelligence artificielle pour réprimer les arguments dissidents partout dans le monde. C'est-à-dire qu'officiellement, les États-Unis annoncent la couleur, hein, ils feront de l'ingérence via les réseaux sociaux avec l'aide de l'IA. Dans le même temps, Emmanuel Macron prépare son sommet du 10 septembre, son conseil de défense sur la désinformation. Est-ce que là, on n'a pas un problème quand on voit l'ampleur que va prendre justement l'ingérence, qu'elle soit américaine ou autre, via les Alors, réseaux sociaux dans tous les pays? je sais pas si l'article auquel tu fais allusion est l'article qui a été publié il y a déjà, je sais pas, 1 an, mais ça date pas d'hier, le fait que le Pentagone utilise l'IA pour faire de l'ingérence. Dès l'arrivée de ChatGPT, tous les gens qui ont des armées de bots, et ça constitue l'essentiel des pays de la planète à ce stade. Hein. Il ne faudrait pas s'imaginer qu'il n'y a que Vladimir qui a des armées de bots. Ouais, Tout le monde bien en a, sûr. à commencer par la France. Tous ces gens-là se sont dit, tiens, il y a peut-être moyen de remplacer une partie de notre main-d'œuvre par de l'algorithmie. Et ils En se fait, sont dit, ouais, mais c'est un appel d'offres, hein, là, l'article date du 25 août, donc c'est juste qu'il y a eu une demande en fait hum, de la part du Pentagone d'appel d'offres vis-à-vis d'un opérateur. Alors ce sera sans doute Palantir ou l'équivalent, hein, pour faire un travail de manipulation des réseaux sociaux, hein, on peut pas dire autre chose. oui, mais enfin, là encore, c'est pas neuf. Ce genre de travaux a dû démarrer au sein des sous-traitants de l'armée américaine. En général, l'armée américaine sous-traite ce genre de choses. Ils l'avaient fait. Il y avait des échanges qui avaient été piratés par Anonymous auprès d'une société Ouais. qui s'appelait, j'ai un trou, Intrepid, en 2010, et qui montrait que c'était l'US Navy de mémoire, qui passait commande auprès d'une société privée du secteur de la défense pour Mmh. un logiciel d'astroturfing qui permettait d'opérer des centaines de profils différents de façon cohérente et rationnelle, et en passant inaperçu aux yeux des plateformes de réseaux sociaux, donc à C'est l'insu ça, des plateformes. Donc ça, c'est 2010. Bah, on est en 2025, donc évidemment, on est 15 à ans. l'heure de ChatGPT. On a ce genre de système qui maintenant fonctionne avec des intelligences artificielles autour. Ouais, et est-ce qu'il y a une réponse possible vis-à-vis de ça, ou est-ce que c'est foutu? On peut dire: «Bon, bah, de toute façon, voilà». Est-ce que quand on voit l'Arcom, on va en parler dans un instant, quel est le DSA? Est-ce que le DSA là sert à quelque chose ou pas du tout? Alors c'est compliqué le DSA, parce que le DSA a été conçu et imaginé en 2022, alors que c'était l'ère Biden, et Mmh. que on avait affaire aux États-Unis à une vaste opération de manipulation de l'opinion publique mondiale, tout comme aujourd'hui, hein, avec ce Ouais. qu'on découvre au Pentagone, mais qui était fait à la main, parce qu'il n'y avait pas de ChatGPT à l'époque, et qui était fait du côté des démocrates. Donc à l'époque, les démocrates et typiquement des pouvoirs européens, notamment celui de Macron, marchaient main dans la main, étaient parfaitement d'accord pour censurer les réseaux sociaux, faire la chasse aux méchants populistes, et Mmh. ça marchait très bien. Mmh. Si Trump n'était pas revenu au pouvoir, ça serait les démocrates qui seraient en train de passer à des systèmes pilotés La par même intelligence chose. Ouais. artificielle, et Mmh. il y a de bonnes chances qu'on n'aurait pas grand monde pour le relayer dans la presse. Mmh. Manque de peau, c'est Trump, mais les conséquences sont les mêmes. De toute façon, la possibilité technique de la chose fait qu'elle va avoir lieu. C'est comme la Mais vidéosurveillance ouais. algorithmique. Le fait qu'on soit capable, effectivement, de reconnaître des visages à travers un signal de vidéosurveillance, ça implique qu'on a ça dans nos rues. Et Mmh. Disclose a montré il y a 2 ans, à travers une enquête, que effectivement, dès 2015, Bernard Cazeneuve avait lancé le go pour l'équipement des villes françaises en caméras à reconnaissance Bien faciale. sûr. Ouais, Donc, ouais. alors que c'était illégal, hein, mais Oui, oui, mais ils l'ont utilisé d'ailleurs, hein, ils l'ont utilisé, ils l'ont utilisé. avant les Heu, JO, ils ont fait des ils fast tests et cetera, ils l'ont légalisé pendant les JO, mais ouais, au ouais, moment des JO, c'était déjà en place depuis 8 ans. c'est ça. C'est ça qu'il faut, et dans En la dehors de tout cadre légal, c'est ça qui en est dehors de tout cadre légal. extraordinaire. Donc C'est-à-dire que le ouais, cadre légal n'a pas vraiment d'importance au final. non. Ce qui importe, c'est le cadre technologique. Si technologiquement ça existe, ça sera en Mmh. place de façon assumée en Chine et de façon obscure et secrète en Occident. Mais ça change rien.
Mais justement, est-ce que l'Europe, l'Union européenne, est prête pour le tsunami d'ingérence qui va arriver? D'un côté chinois, tu parlais de TikTok, du côté américain avec cette guerre cognitive clairement assumée par le Pentagone et tous les autres acteurs, hein, on va dire. Est-ce que là, parce qu'on a l'impression que le DSA, chat control, etc., vise davantage à censurer les citoyens européens qu'à les protéger d'une potentielle ingérence. Donc on a l'impression que c'est la double peine en réalité. Alors d'abord, même si c'est des lois européennes, elles ont toutes des déclinaisons locales et nationales. Ouais. Le DSA, il donne autorité à l'Arcom en France, l'autorité de tutelle de régulation, pour nommer des shérifs de la liberté d'expression qui vont identifier, on ne sait pas bien comment, les contenus qui leur semblent problématiques, de façon à les rapporter aux plateformes qui ont intérêt à les dégager, sinon elles se prennent des amendes. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce fonctionnement va donner des effets totalement différents dans la Hongrie de Viktor Orban et dans la France d'Emmanuel Macron. C'est pas du tout les mêmes effets. C'est le même loi, mais c'est pas du tout les mêmes effets. Donc il convient de mettre l'Europe au second plan. L'Europe, c'est un moyen pour imposer ça dans toutes les nations européennes. Mais l'usage politique qui va être fait de tout ça sera propre à chaque nation européenne. Et en France, on est plutôt sur un usage politique. Partout. Tu crois que Viktor Orban, il ne va pas être sur un usage politique des lois de censure? Non, c'est vrai. Mais ce ne sera pas les mêmes thèmes, en fait. C'est ça. Sera pas les mêmes thèmes. C'est tout l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'on va avoir des dérives partout, mais ce ne sera pas du tout les mêmes dérives. Mais qu'est-ce que Viktor Orban va censurer? Pour être très honnête, je ne suis pas du tout un expert sur la Hongrie, mais en me basant sur les préjugés qui sont relayés par la presse, ça ne va pas du tout être la même chose que ce que Macron va censurer, si tant est que Macron reste encore quelques semaines de plus. Mais ça, c'est un autre problème. Là, c'est la vraie question de la fin d'année. Alors, l'Arcom, justement, a fait parler d'elle avec le drame qui s'est produit sur la plateforme Kik, où Raphaël Graven, alias Jean Pormanov, s'est fait maltraiter en public, en vidéo, en live, en direct, pendant des heures, des semaines, tout ça sans action, alors même que Mediapart avait alerté la ministre du numérique, hein, Clara Chapaz, l'Arcom, et que tous étaient au courant, et l'Arcom nous dit que ils peuvent rien faire. Là-dessus, ils ne peuvent pas forcer Kik à fermer la chaîne, alors même que, avec la Française des Jeux et l'autorité de régulation des jeux en ligne, ils avaient réussi à faire fermer des chaînes de jeux illégales sur Kik. Qui croire et à quoi sert l'Arcom? Alors, qui croire, à partir du moment où ils ont déjà fait fermer des trucs sur Kik et que là, ils expliquent qu'ils ne peuvent pas le faire fermer, je pense que la question, elle est vite répondue. À quoi sert l'Arcom? C'est dans le cadre du DSA, parce que ce n'est pas leur unique mission. Dans le cadre des DSA, c'est une autorité de censure politique. Mais j'insiste, hein, ils ont d'autres missions, mais bon, on ne peut pas dire que voilà, ils n'ont pas suffisamment de ressources. Donc, leur argument aujourd'hui, c'est donnez-nous plus de sous et on fera plus de censure. Politique, en l'occurrence, à l'encontre des opposants. Hein, pour les DSA, pour le DSA, c'est une censure politique. Le mécanisme, hein, je le rappelle, c'est qu'ils nomment des shérifs de liberté d'expression qui vont être aussi variés que la LICRA, Osons le féminisme, SOS Racisme. Enfin, il y en a pour l'instant officiellement. Oui, les signaleurs de confiance, hein, c'est ça. Les fameux signaleurs de confiance. C'est des associations qui font le travail de shérif du net. Hein, c'est ça. Et elles ont toutes une connotation politique. Et il n'y a rien de mal à avoir une connotation politique. On s'appelle SOS Racisme, on lutte contre le racisme. Donc, on a un objectif politique. C'est tout à fait naturel. Que ça devienne le bras armé de la censure gouvernementale, on va dire que c'est une évolution de notre modèle politique et significative, mais surtout, c'est hyper dangereux parce que c'est là pour rester. Si demain, imaginons que Marine Le Pen devienne présidente de la République, elle va juste nommer un nouveau président de l'Arcom qui nommera de nouveaux signaleurs de confiance et on se retrouvera en caricaturant dans la situation où est la Hongrie à l'heure actuelle avec Viktor Orban. Même si je pense qu'il y a une grosse différence entre Le Pen et Orban, mais toujours que ça changera du tout au tout en l'espace de quelques semaines. On aura toujours une censure politique. La seule différence fondamentale qu'on aura, c'est que là, la gauche va ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a une censure politique, alors que là, elle regarde. Non, elle est plutôt, elle accompagne cette censure politique. Elle accompagne parce que c'est une bonne chose. Elle est exactement comme les démocrates avant que Trump arrive au pouvoir.
Est-ce que, d'ailleurs, la période Covid a été, je pense, une des phases tests, hein, de cette, société du contrôle où on a vu, hein, les plateformes censurer immédiatement les discours qui allaient à l'encontre des discours officiels, sur la fiabilité, des produits Pfizer, sur, les politiques Ouais, publiques et je cetera. ne vais pas qualifier ça de phase test. Pour moi, c'est un moment où ça a au contraire dérapé. Le système était en place de manière Ouais, plus subtile, plus discrète, depuis déjà quelques années avant le Covid. ce que tu disais Et 2015, hein, ouais, ouais, c'est ce à que peu j'ai près 2015, hein. On finira par avoir des dates précises, documents précis, parce que le mmh. Trump va tout faire sortir par épisode, hein, et il a besoin de feuilletonner, hein, il est comme Mediapart. Mais c'était déjà en place bien avant le Covid. Et c'était Ouais. fait de façon subtile et discrète. Typiquement, quand vous avez la capacité à analyser un réseau d'idées qui circulent, vous n'allez pas bousiller le compte du leader dont émanent les idées. Ça va se voir. Mmh. Vous Mmh. allez choisir quelques relais qui sont des semi-influenceurs et en les éliminant eux ou en les invisibilisant sans nécessairement faire sauter leur compte, vous allez complètement tarir la diffusion des idées. Ce qu'on Et appelle c'est le shadow ban, hein, ce qu'on c'était appelle le l'idée, shadow hein, ban. de tarir le filet d'audience de Ouais, ces ouais, ouais, gens-là. vous allez complètement terraformer la diffusion des idées dans un réseau social. C'était le Mmh. principe du shadow ban. C'est ce qui a été mis en place aux États-Unis. C'est ce qui a été démantelé par Elon Musk à l'occasion des Twitter Files en 2022. Et puis plus Ouais. tard, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, par les différentes propriétés de Meta qui ont elles-mêmes démantelé tout ça, en Mmh. foutant à la porte les fact-checkers qui C'est étaient un ça. peu les chefs d'orchestre pour faire le détail de ce genre de truc. Donc c'est de l'histoire ancienne sur le territoire américain. Mmh. Sur le territoire européen, c'est beaucoup moins clair. Et ça marchait très bien, en tout cas très discrètement et très efficacement jusqu'au Covid. Le Covid a fait déraper la machine. C'est que tout d'un coup, ils se sont emballés et ça s'est vu. Et ça s'est vu auprès d'une population très importante, parce que typiquement en France, on avait 42% de la population qui était contre le fait de se faire vacciner. Mmh. Alors entre la propagande, les insultes, les contraintes, Le les pass menaces, sanitaire et cetera, tout ouais. ça, on a réussi à contraindre grosso modo 80% de la population, mais il ne faut pas perdre de vue que sur ces 80% de la population qui se sont fait vacciner, il y en a un tiers qui était sous contrainte. Mmh. Et ceux-là, ainsi que ceux qui ont persisté à ne pas se faire vacciner, ont très bien vu la censure. La Donc manipulation, ouais. quand on a 40% de la population qui voit la censure et la manipulation, non, c'est plus du tout un phénomène discret. Et du Ouais. coup, le Covid n'a pas du tout été une occasion de tester le truc. Ça a vraiment été une occasion pour tout le monde pour beaucoup de monde, de s'apercevoir que oui, il y avait un souci. Il y avait Mmh. vraiment un souci avec la liberté d'expression aux États-Unis, en France, partout dans le monde. Ouais. Et à partir de là, ça a été très très compliqué de nier qu'il y a un problème, d'autant plus que Elon Musk est arrivé avec les Twitter Files. Enfin, ça a été catastrophe sur catastrophe pour le cartel. Avec en plus l'élection de Trump, évidemment qui a précipité, le dévoilement de la machine démocrate de censure, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de du timing? Le choix du c'est la lettre, qui nous informe qu'Emmanuel Macron prépare un conseil de défense, sur la guerre informationnelle le 10 septembre, Mmh. pour faire le point sur la stratégie, française en matière de lutte contre les manipulations de l'information et les tentatives de déstabilisation. Pourquoi le format conseil de défense et de quoi a peur Emmanuel Macron? Des Russes. Oui, Quoi comme d'autre? toujours. Toujours. Donc on sait dès le 11 que ce sera les Russes, comme Oui. Nord Stream. La réalité, malheureusement, c'est que c'est loin d'être aussi simple. Mmh. On a la moitié des pays d'Afrique, hein, qui sont plus que remontés contre la France, qui ont toutes des capacités d'intervention de ce type-là, ou qui peuvent aller les acheter assez facilement. Ça coûte pas très cher, hein. C'est vraiment pour quelques centaines de milliers d'euros, vous achetez une opération d'ingérence. Et si vous Mmh. avez les moyens pour quelques millions, vous faites quelque chose d'assez grande ampleur. Quelques millions pour même un État du tiers-monde, c'est rien du tout. C'est Mmh. absolument rien. Donc tous ces États-là sont susceptibles de régler leurs comptes avec la France, et ils ont tous des régions plus ou moins légitimes, et souvent très légitimes. Tout ce qui est en Afrique du Nord a non seulement d'excellentes raisons pour aller régler ses comptes avec la France, mais des vraies capacités. On est aujourd'hui avec des relations diplomatiques extrêmement tendues avec Israël. C'est pas les compétences qui manquent là-bas.
Ouais. On a des relations qui sont exécrables avec la puissance américaine, au point que l'ambassadeur ne daigne même pas se rendre aux convocations du Quai d'Orsay. Ça, c'est quelque chose. Bah, pareil, hein, ils sont très très bons, pour reboucler sur l'article de souveraineté numérique, Mmh. ils sont très très bons pour faire de l'ingérence. Donc on a une bonne douzaine de pays, à minima. Je vais même pas parler de la Turquie ou d'une quantité de pays qui font déjà de l'ingérence et qui peuvent redoubler d'efforts et qui vont avoir, dans le mouvement du 10 septembre, une opportunité absolument incroyable pour faire dérailler ça dans un sens ou dans un autre. Ce qui relève quand même de la part de Mélenchon, c'est quand même extrêmement risqué d'assumer publiquement la responsabilité de ce mouvement. Parce que c'est ce qu'il fait. Hein, Oui. le revendiquer, c'est bien gentil, mais de facto. Mais d'ailleurs, en plus, il le dit hein, de manière très claire. Il était ce matin sur France Inter en expliquant que le 8, Bayrou part. Le 10, c'est un mouvement qui est là pour faire comprendre à Emmanuel Macron que sa place n'est plus à l'Élysée, hein, carrément. Ouais, bah, si j'étais Vladimir, je serais en train je de... mettrais un billet sur le 17 septembre. Honnêtement, même pas. Non. Ou Trump. Je laisserais faire. Je ferais des économies parce que Il y a l'économie besoin russe, de rien. elle n'est pas en bon état. Donc, je ferais des économies et je laisserais regarder, faire les autres. Je me ferais plutôt des pop-corn en regardant ça. C'est ça, ce qu'on va tous faire d'ailleurs. C'est parce que tu parlais des pays africains, mais là, au Mali, un agent français a été arrêté sur la base justement d'ingérence informationnelle. Oui, mais au Mali, enfin, nous aussi, on fait de l'ingérence. Tout le monde fait bien ça. sûr. C'est un grand jeu d'hypocrisie totale. Tout le monde fait ça. La question, c'est est-ce qu'on est bon ou est-ce qu'on est nul? Et est-ce qu'on est capable de se protéger en tant que pays ou est-ce qu'on est une passoire totale Alors, à on toutes a ces ingérences? sous-traité dans un premier temps à des officines, à la fameuse Avisa Partner, mais il y en avait d'autres qui sont pas très bons parce que la façon de sélectionner un prestataire en France, c'est le copinage. Et éventuellement, pour les plus pourris, des rétrocommissions, des choses comme ça. Mais à minima, c'est le copinage. Donc le copinage, ça permet pas de choisir les meilleurs. On choisit les copains. Parfois, les copains sont très bons et ça donne de bons résultats, mais quand même, souvent, les copains sont juste des copains. T'as des exemples? Bah, tous les chantiers informatiques français. Ouais. Et puis, Il y en a qui ont fonctionné, qui étaient... Oui, je n'en ai pas en tête, mais il y en a forcément. Statistiquement, il y en a forcément un ou deux qui ont fonctionné. Regarde, le site pour payer les impôts fonctionne très bien. Ça a été sous-traité à une boîte d'informatique. Et pour déclarer tes Le impôts, prélèvement à la source. c'est pas d'une ergonomie folle, hein, mais forcément, ils avaient comme canevas un Cerfa, donc il y avait des contraintes. Mais dans l'absolu, ça fonctionne. Et ça encaisse plutôt bien les pics de connexion. Pas toujours, mais ça fonctionne. Donc, il y a quelques chantiers à droite à gauche qui ont marché. Mais d'une façon générale, quand on file les prestations de l'État aux copains qui sont dans le privé, on a très peu de chances de tomber sur les meilleurs. Donc, c'est ce qui s'est passé pour les ingérences. Avisa est un exemple parmi d'autres. Les capacités internes des services, ils s'y sont mis très tard, très très tard. Donc, j'imagine qu'ils ont redoublé d'efforts pour rattraper leur retard, mais ils ont vraiment pris un retard qui se compte en peut-être une décennie par rapport aux plus alertes qui sont les États-Unis et Israël. Donc, à quel point on est bon? Si j'en crois le rapport Graphica qui avait gaulé l'armée française en train d'intervenir dans le champ de l'opinion publique d'une dizaine de pays africains. C'est pas terrible. On est bien moins bon que les Russes. Par ailleurs, les Russes sont pas au top. Hein. Les Russes, s'ils n'avaient pas cette fantastique opération de relations publiques offerte par la presse française qui les fait passer pour les dieux du stade, ils sont franchement dans une honnête médiocrité. Je ne veux pas être méprisant vis-à-vis des Russes, hein, mais... Ils profitent des faiblesses françaises en Afrique. Ça a été facile. C'est le principe de base. Tu profites toujours des faiblesses. La seule chose qui marche réellement, c'est de souffler sur des braises. Donc ça, c'est pas super original. C'est pas eux qui ont inventé ce concept tactique. Ils sont dans une honnête moyenne tout à fait correcte. Ils ont des trucs comme les armées de trolls qui sont des sweatshops avec un taux de turnover phénoménal. Ce qui fait, forcément, ça nivelle par le bas la qualité de la presta. Hein. On ne peut pas avoir des prestats haut de gamme avec un turnover qui est de l'ordre de 3 mois pour certaines usines à trolls russes. Hein. C'est avec des conditions de rémunération dégueulasses. Il ne faut pas prendre les Russes pour les champions du monde de l'ingérence. Ils sont persévérants, ils ont quelques réussites à leur actif. On peut dire que c'est les Américains, les champions. Les Américains ou les Israéliens,
oui, 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 c'est à touche-touche entre les Américains et les Israéliens. On manque de post-mortem sur des grosses opérations. Côté israélien, on a Forbidden Story. Côté américain, on a 2-3 trucs comme ça. Mais c'est pas suffisant pour avoir une vision d'ensemble et juger de la Toutes les qualité. opérations qu'il y a pu avoir ces 20 dernières années. Voilà. Mais a priori, en tout cas, c'est les précurseurs. Et puis, c'est des gens qui ont des moyens considérables, qui prennent ces choses-là extrêmement au sérieux et qui ont, dans les plus hautes instances, des gens qui comprennent. Donc, justement, à propos de la prise au sérieux de cette guerre informationnelle, est-ce que c'est ce manque le retard qui a été pris à l'allumage vient du fait qu'on n'a pas pris ça au sérieux en France pendant des années? Alors, j'en ai parlé à des gens du renseignement. Il semblerait que le délire conspi, qui consiste à traiter tout et n'importe quoi de conspi, moi j'ai eu droit à ça il y a très longtemps. J'ai eu droit à ça entre 2008 et 2013, quand avec des camarades, on enquêtait sur les systèmes de surveillance de masse. Et la réponse qu'a fait l'État et les entreprises qui participaient avec l'État à ce genre de choses, a été de diligenter des campagnes de presse en disant ces gens sont des conspires, racontent n'importe quoi. Et les journalistes ont cru, parce que les journalistes croient ce genre d'histoire. Ils cherchent rarement à vérifier les informations. Et puis, il y a eu Snowden qui arrive en 2013. Et donc, tout le monde s'est dit, merde, mais ces crétins de conspi racontent rigoureusement la même chose, avec les mêmes bases techniques. Et ils sont mis à lire les articles qu'on publiait. Ils sont aperçus que techniquement, c'était quand même vachement bien construit. Et que ça avait été exactement les mêmes technologies qu'utilisaient les Américains. Donc, ils se sont rendus à l'évidence que... et puis, en 2015, quand on a publié un article dans Mediapart, ils se sont dit, ouais, Mediapart, quand même, c'est pas des conspis, donc à l'évidence, ils ont raison. Mais Reflet avait également publié toute une série d'articles sur l'astroturfing. Moi, c'est là que j'ai publié mes premiers articles sur l'astroturfing dès 2011, je pense. Quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs ce que c'est? L'astroturfing, c'est l'art de l'ingérence dans l'opinion publique, d'un pays étranger ou de son propre pays d'ailleurs. Mais grosso modo, c'est l'art de manipuler l'opinion publique à travers du fake sur les réseaux. En faisant croire à un mouvement populaire, un grassroots, en faisant de la base, etc. plein de choses. Le modus operandi le plus connu, c'est vous avez des centaines ou des milliers de faux profils qui vous donnent l'impression d'une masse populaire qui est d'accord avec l'idée, alors que tout ça est opéré par un seul individu de façon centralisée. Il y a plein de techniques pour faire ça. C'est un arsenal de la guerre cognitive. Et dans la mesure où Reflet et tous les gens qui reprenaient Reflet avaient été taxés de conspi, il y a pas mal de monde qui pensait que l'astroturfing était une théorie conspi et que ça n'existait pas. Et ça arrangeait les Américains, évidemment. Donc, quand ça arrangeait les Français et les Américains, bon, c'était labellisé conspi. Et puis, grâce à Vladimir, en 2016, ils ont dû se rendre à l'évidence que, ah merde, ça non plus, c'était pas une théorie conspi. Donc, c'est à partir de 2016-2017, enfin, plus réalistement en 2017, parce qu'on a découvert ce qui s'était passé en 2016, en 2017, qu'ils sont réveillés. D'ailleurs, à cette occasion, j'en ai rencontré pas mal. Et à partir de là, bah, ils ont cherché des prestats, développé des compétences internes, fait de la formation interne. D'ailleurs, j'ai participé. Et pour découvrir ce que c'était que tout ça, moi, j'ai donné des cours là-bas. Donc, on a pris un retard considérable. C'est lié au fait que il y a une telle quantité d'intoxication au sein de l'écosystème informationnel français que ça fait longtemps que le vrai et le faux sont absolument pas distincts. Le fait d'avoir eu des armées de chasseurs de conspi qui chassaient le faux et qui sont avérés professer le faux également au passage, ou faire taire des gens qui professaient le vrai au nom du vrai ou du faux, on ne sait plus très bien, a renforcé cette espèce de confusion générale de toute la population, y compris des journalistes. Les journalistes, ceux qui... Je distingue ceux qui font de la communication et ceux qui font vraiment du journalisme, c'est-à-dire qui cherchent la vérité, qui font de l'investigation. Même ceux-là, c'est pas évident du tout de s'y retrouver, parce que qu'est-ce qu'une source fiable? Aujourd'hui, ouais, c'est compliqué effectivement de faire confiance à une source. Il faut recouper les sources, mais même là, ça peut être difficile. Ça devient très complexe. Donc, on est rentré de plein pied dans l'ère de la post-vérité. On s'en est sorti un temps au niveau de l'opinion publique en pointant du doigt Trump ou Poutine, en disant c'est eux, c'est pas nous, nous c'est la vérité, eux c'est la post-vérité. Aujourd'hui, plus personne n'est dupe.
Ouais. Ce qui rend l'ensemble extrêmement complexe, hein, Enfin, il y a encore des gens dupes qui s'intéressent pas forcément à ce sujet ou qui voient pas l'ampleur du dossier, hein, mais oui, mais dès qu'ils on va dire s'intéressent un peu, pour peu ouais, qu'ils soient pas rattachés à une entité politique et c'est que, ça, c'est peu crédible, qu'ils ouais. soient pas adhérents d'un parti, ils vont vite se retrouver Mmh. noyés dans un truc complètement incompréhensible et sauf à investir énormément d'efforts et pour se faire une idée précise de ce qui se passe dans un secteur bien particulier, Mmh. bah, ils vont, patauger dans le doute. C'est ce qu'on a rencontré, face au Covid, hein, Mmh. on était déjà dans l'ère de la post-vérité dans le Covid, hein, donc à partir du moment où on rétracte un article du Lancet et où un ministre explique que, les masques, ça C'est sert à rien, bon, tout va c'est bien et 15 jours après: «Ah non, il faut des masques, attention, mais c'est difficile à mettre, mais on n'en a pas». ouais, Mais bon, ouais, quand on en a, mettez-le, c'est génial, ouais, ouais. on est entré de plein pied C'est dans la ça a été post-vérité. fou. Non, mais c'est vrai que ça a été fou, ce moment où on peut plus faire confiance aux politiques, aux médias, aux scientifiques même, puisqu'on voit comment les revues scientifiques sont gérées. Ça fait quand même une ère du doute, Non, mais c'est aussi une c'est façon de terrifiant. contrôler la population, hein. On a détruit la Ouais, société. Non, non, vraiment, ouais, le Covid a été le dérapage, pas le révélateur. Enfin, le révélateur, ouais. mais ça n'a pas été un espèce de test. J'ai fait une petite expérience rigolote à la fin de la semaine dernière. J'ai retweeté quelqu'un qui mettait en doute l'alunissage sur la Lune, Ouais, il y avec en a encore, hein. un truc au second degré, mais qui n'était pas si limpide que ça. Et Ouais. j'ai eu plus de 200 réponses. Qui était: «Ah ouais, enfin, il ouvre Alors, les yeux». C'est non, 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 non. non, c'était J'en ai eu un tiers, qui étaient des gens qui m'invitaient à aller consulter d'autres contenus destinés à mmh, prouver que, effectivement, on n'avait jamais mis les pieds sur la Lune. ouais. Donc des gens qui y croyaient, très clairement et qui étaient plutôt dans, le fait de m'inciter à continuer à poursuivre mes recherches. Parce que ce que j'exprimais dans mon retweet, c'était un doute. C'était pas une Mmh. certitude, c'était juste un doute et donc ouais, il y avait un bon tiers qui était dans, oui, ton doute est le Un début long de la vérité. chemin, Je t'invite à regarder tel truc qui va te montrer que. Et puis, j'en ai eu 6 qui m'ont, expliqué rationnellement, et scientifiquement en quoi, l'amorce de raisonnement que je posais, était biaisée mmh. de façon très claire. Mon raisonnement, c'était, il y avait un gap de 6 secondes entre le moment où Nixon, terminait sa conversation avec Neil Armstrong qui était sur la Lune et le moment où Neil Armstrong, lui répondait. Et mon raisonnement qui était scientifique disait, vu la vitesse de la lumière et l'écart avec la Lune, il faut 1,3 secondes pour qu'un signal arrive sur la Lune, à nouveau 1,3 secondes pour qu'il revienne sur Terre, et donc ça n'explique pas ces 3 secondes de gap. Et alors donc les mecs m'expliquaient très clairement que bah, si c'était moins de 3 secondes, effectivement, on pourrait se poser des questions, mais là, 3 secondes, entre l'appareillage et le fait que c'est quand même un peu mis en scène et que forcément, Oui. ça n'avait rien, ça ne démontrait en rien qu'on n'avait pas mis les pieds sur la Lune. Et j'en ai eu 5 ou 6 qui m'ont vraiment posé un raisonnement propre, limpide, qui aurait pu m'amener à réaliser que, ah bah oui, effectivement, mon raisonnement était faux. Et puis j'ai eu Grok, qui m'a posé lui aussi un raisonnement Ah! propre, limpide, et Ouais. j'ai eu tout le reste, c'est-à-dire de l'ordre de 140 personnes, qui m'ont juste insulté. Pourquoi? Comme ça, parce qu'on insulte les conspis. C'est comme ça qu'on les Ah, convainc juste pour qu'ils ont dire: tort. «Sale conspi de merde», d'accord, Ouais, c'est c'est ça. Et là, je me suis dit: «Bordel, mais si j'avais émis des doutes sur le vaccin, c'est ça que j'aurais vécu pendant, mmh. des mois et des mois et des mois Ouais, sur les ouais, réseaux sociaux». Des insultes, des insultes, des insultes, des c'est insultes. ça. On a fusillé la société française avec cette stratégie de chasse aux conspis, menée en plus haut lieu avec à peu près les mêmes connards qui sont autour de l'Arcom aujourd'hui pour censurer les contenus. Et on a On a détruit la flingué société le française. débat, Et en ouais, plus, bien ces sûr. gens ont invité des milliers de Français à participer à ce lynchage et à cette Oui, insulte des autres. Or, ah le mais c'est ce que problème, j'ai c'est vu, c'est scandaleux, ouais. Ouais, qu'on avait ouais. 42% de Français qui ne voulaient pas se faire vacciner. Et Ouais, ouais. ces gens-là ont été, mais vraiment mis à l'index. On ne peut pas mettre Bah, un index. c'était les boucs émissaires, c'était vraiment une politique du bouc émissaire qui a flingué la société, comme tu Ouais, dis, ouais, parce qu'on a vu la haine se déverser, complètement. les serments d'une guerre civile, c'est Vraiment, j'ai vraiment vu la c'était haine se eux ou nous, déverser sur moi avec des centaines de tweets haineux. Bon, ouais, évidemment, je prenais pas pour moi parce que c'est une expérience de sociaux non, et que de toute façon, je sais bien qu'on a atterri sur la Lune. C'est pas. Mais ce déferlement de haine qui a été vraiment orchestré par des officines mmh, d'État, hein, enfin, ouais, pas des trucs étatiques, mais des trucs financés par l'État, qui ont oui, vraiment déployé cette haine et qui l'ont on peut déversée parler sur la de société française. à l'époque, c'était C'est Conspiracy Watch et ouais, cetera, oui, le c'est ça. fact-checking du média public France Info et Les cetera, qui étaient fact-checkers, payés pour Conspiracy Watch, tout ça. simplement, faire
l'écho, en fait, de la ligne officielle, hein, qui faisait Mais pas un pas que, travail pas de que. journaliste. Ils ont Mmh. entraîné parmi eux des milliers de collabos Mmh. qui ont été Ouais. crachés sur les vilains Ouais, construits et qui ont détruit le c'est tissu dégueulasse. social français. C'est fascinant Ouais. et j'avais pas, vécu enfin, j'ai pas vécu dans ma chair, mais malgré tout, j'avais pas vécu de cette façon-là. C'était très intéressant comme expérience. Ah si, mais il faut voir les soignants suspendus, ce qu'ils ont vécu et la Non, façon dont ils ont été traités. ils ont vraiment été persécutés. Ouais. C'est pas la même chose que juste madame Michu qui a un peu Non, peur non, du vaccin et sur les qui réseaux sociaux. Là, on parle de gens qui ont tout perdu, ouais, ouais, là, et on qui ont parle été de gens qui traités comme des pestiférés. C'est quelque chose de grave, de très grave, et j'espère qu'il y aura un jour des procès et oui, une oui, oui. remise à Il y zéro de ce qui s'est il y aura passé, une hein. justice. Alors, soit à travers l'appareil de justice traditionnel, soit dans la rue avec Mmh. un couteau, parce que la justice Ouais, est en mais ça, train c'est pas la de justice, donner lieu à bah, oui, mais quand la justice fait faillite, c'est ce qui se ouais. passe en ce moment, hein. Il y a vraiment un basculement vers, les gens se font justice Ah seulement. ben, c'est ce qu'on voit, ouais, ouais, d'ailleurs, d'ailleurs, c'est assez marrant puisqu'il y avait, tu sais, un conte, si on revient à l'affaire, Jean Pormanov, qui, était censé, chasser les pédos, Mmh. et qui était en fait un compte qui finançait et qui supportait la chaîne, hein, de harcèlement Ah des mais, 2 l'un des 2 n'empêche bourreaux pas de Jean l'autre, hein, Pormanov tu peux et tout et à fait la avoir des individus qui chassent des ouais, pédos et qui, sont friands de ce genre de spectacle. de cette violence, ouais, Je ouais. sais pas quelle est la Ouais, parce que dans la chasse aux pédos, tu as ce côté violent aussi où, il y a des guet-apens et après, on tape sur la gueule de mecs et cetera, au lieu de mmh. les livrer à la justice. Comme tu disais là, Aux on se fait la États-Unis, justice quand plus même. qu'en France, c'est Mmh. rarissime. Aux États-Unis, oui, oui, Ouais, c'est une méthode, classique depuis déjà un bon bout de temps. C'est avec qu'effectivement, l'humiliation filmée et cetera, face à ouais. l'inaction des pouvoirs publics, alors soit on en fait un show télé, Mmh, humiliation filmée, soit ouais. ils sont butés avec un 9 millimètres discrètement sans caméra. D'ailleurs, un shérif s'est fait buter récemment, Ouais, hein, tout à fait. Ah, il y avait une sur cette caméra, mais base-là. c'était une caméra de surveillance, c'était pas destiné à faire un Ouais, show télé. ouais, ouais, mais Ouais, ouais, bon, ouais. Il y a beaucoup, c'était beaucoup de victimes de la pédophilie qui, à un moment, pètent un câble ils et se font justice, ouais, peut se ouais, comprendre, hein, on viole ton enfant, ouais. vraiment, c'est ce qui se passe en Angleterre. Mmh. Le début de guerre civile qu'on a en Angleterre, c'est vraiment ça. C'est pour Mais oui, motiver ça les vient du meurtre des 3 gamines, non, non, et non, il y avait ça, non? ça vient du viol de dizaines de milliers de Ah gamines. oui, et les gangs pakistanais qui ont été couverts par l'État, Voilà, les coming gangs britannique, ont ouais. été couverts Mmh. par l'État C'est et par vrai, la c'est vrai, presse durant, 20 ans, c'est vrai. et notamment par le procureur général pendant, près de 8 ans qui était, Keir Starmer, qui est aujourd'hui le Eh Premier oui, ministre, lui-même, et lui-même. qui, ont couvert tout ça, les flics ont couvert ça, la presse a couvert ça, l'État a couvert ça et puis au bout de 20 ans, les gens se sont aperçus du nombre mais colossal de gamines qui se sont fait violer et puis pas qu'une fois, hein, vraiment violer des Non, années. c'était un système, c'était des gangs de trafic d'êtres humains, et de mineurs. Donc C'est aujourd'hui, il y a scandaleux. toujours une très, très vaste désinformation de la presse sur ce Ouais. sujet-là qui essaye par tous les moyens d'étouffer le truc parce qu'elle est la première coupable, hein, vraiment, Mmh. avant même la justice et les autorités. On ne sait pas très bien quel est le nombre de victimes. Est-ce que ça se compte en dizaines de milliers, pardon, ou en Ouais. centaines de milliers? Mais c'est quelque chose entre ces 2-là. Et puis évidemment, la population, voyant bien que rien ne change et que ça continue, Ouais. bah, prend les armes, et on Ouais, et les armes, alors, il y a les armes, il y a eu les émeutes, il y a eu quand même des mères de famille qui simplement pour des posts sur Facebook ont pris, 9 mois de tôle. Enfin, on voit bien que l'État britannique a répondu à côté de la plaque, il y a 1000 en personnes. allant chercher le citoyen en colère pour dire: «Toi mon gars, tu vas voir, tu vas prendre cher». Mais c'est dingue en fait de voir ça. Et chaque mois, en Angleterre, au Royaume-Uni, il y a 1000 personnes qui sont arrêtées sur la base d'un statut Facebook ou Twitter. Mais c'est délirant. Comment les Anglais peuvent accepter et supporter ça? Je suis prêt à Parce qu'on n'en parier est avec pas là en France, on n'en est pas là en France quand même. ah, Il y a je eu suis juste, prêt à parier avec toi que une femme si qui a fini en garde à vue pour un et ça post fait un Facebook scandale. sur Macron, mais c'est Écoute, moins. je prends les paris, si Macron c'est la condition du pari, hein, si Macron reste au pouvoir jusqu'en 2027, on aura entamé ce chemin d'ici 2027. Peut-être pas 1000 par mois, hein, mais Ouais. ils ont mis du temps les Anglais avant d'arriver à 1000 par mois. Mais, on Mais là, aura il y a le backlash. Là, les Anglais sont en train de mettre des drapeaux de Saint-Georges partout, des drapeaux mmh, britanniques partout pour dire: «On en a ras-le-bol, Keir Starmer dehors, tout ce système d'oppression dehors». On est presque, dans les prémices d'une guerre civile, en Grande-Bretagne, on a l'impression là, si on regarde un peu ce qui se passe. Il y a un vrai ras-le-bol, tu sais, entre la il appartiendra aux historiens de donner une date de début à la guerre civile en Angleterre. Est-ce que ça sera, dès les premières émeutes suite au scandale des mmh. gangs? Ou est-ce que ça sera à l'occasion d'un événement terrible qui va arriver dans les mois qui viennent? On ne sait pas. C'est vraiment un travail pour les historiens et d'ici
de nombreuses années. C'est comme en France. Ouais. Est-ce que Ouais. le fait de voir dans une petite ville peinarde de province 300 mecs débarquer, masqués, tout péter dans la rue, c'est un acte de guerre civile? Est-ce que ça sera À considéré comme Aurillac. le moment Ouais. zéro à Aurillac, ou est-ce Mmh. que ce sera ce qui Mmh. s'est passé 2 semaines plus tôt à Béziers et aux compagnies, où on a pareil des bandes armées coordonnées qui viennent en dehors de... C'est pas une émeute, hein, on n'est pas du tout dans le cadre d'une Ouais. émeute, on n'est pas dans une Ouais. réplique à une violence policière. Est-ce que ça sera ça le début de la guerre civile? Est-ce que... On verra, Ouais. on en reparlera dans 10 ans, quand les historiens écriront des bouquins sur cette période. C'est fou, hein, quand même. On vit un moment quand même particulier, à On la vit, fois dans les... vit Tu les disais, heures, on les vit les sociétés ont été ravagées par la façon dont le Covid a été géré, puis on voit bien que les pouvoirs en place ont peur de leur population, d'où le contrôle permanent, d'où les fact-checking, d'où faire taire les oppositions en interne, ou les accuser d'être des Ou agents le de fait de l'étranger. Enfin, s'écraser face ouais. à Tebboune et de jouer les gros bras face Ouais. à Vladimir, d'où le fait de brosser dans le sens du poil les partisans du Hamas, quitte à laisser les Juifs se faire massacrer dans la rue, parce que ça représente rien d'un point de vue électoral, donc on en a rien à foutre. Ouais, on est vraiment dans les... On est parti comme en 40, hein, ça y est, c'est parti. Ouais, ça dérape sévèrement. Et est-ce que on parlait de l'IA? Alors c'est vrai que c'est pas nouveau, hein, tu dis que ça remonte à 2010 et même 2008 et tout ça. Est-ce que l'arrivée et les progrès de l'IA vont faire en sorte que là encore ça va aggraver les choses de manière extrêmement rapide, notamment sur cette Alors, explosion des ça sociétés dépend occidentales? pour qui et ça dépend de quel point de vue. Il y a des choses qui vont être améliorées. L'accès à Mmh. l'information est amélioré par quiconque a utilisé Grok dans un cadre de recherche d'informations sur Twitter s'est bien aperçu que oui, effectivement, les community notes et Grok, ça aide vachement à y voir Ouais. clair dans l'information. C'est pas la panacée universelle, mais Non, non, ça mais aide c'est un vachement. mieux. Et Mmh. surtout, depuis que les IA donnent les sources de ce qu'elles racontent, on peut aller vérifier ce que raconte l'IA. Donc, le côté ça hallucine, oui, bien sûr, pas autant qu'un Mmh. journaliste, mais ça hallucine, Mmh. Mmh. sauf que ça donne ses sources. Et donc, on peut toujours les vérifier et on peut les relancer. Et si elles se trompent, elles peuvent se corriger, alors qu'un journaliste, non. Donc, d'un certain point de vue, pour ce qui est de l'accès à l'information, c'est un progrès considérable. Et c'est probablement la bouée de sauvetage d'un système médiatique qui est, comme aux États-Unis, en train de fondre. Après, pour faire de l'ingérence, oui, c'est un truc, c'est miraculeux. J'ai déjà eu l'occasion de Ouais. discuter avec des gens qui conçoivent ce genre de système sur qu'est-ce que ChatGPT va leur apporter. C'est incroyable. On peut aussi bien automatiser un faux personnage sur un Ouais. réseau social qui va répondre. Ça, on l'a tous vu avec ChatGPT, hein, ça répond et c'est Mmh. convaincant et on peut penser que c'est un être humain. C'est ça. Où on peut aussi automatiser le déploiement stratégique de toute une armée de bots vis-à-vis d'une cible dédiée. C'est Euh, ça. et elle Ouais. va être en autonomie pour prendre des décisions stratégiques qui soient de s'insérer dans un groupe, hein, et de faire de l'infiltration, ou au contraire de provoquer un clash, ou tout un tas de choses. Tout ça peut être Mmh. totalement géré par des IA. Ça ouvre des perspectives pour ces logiciels qui moi, me passionnent. J'ai commencé à étudier ça, comme je le disais tout à l'heure, en 2011. Mmh. Mais c'était très frustre à l'époque, ces logiciels. C'était objectivement, en 2011, l'armée américaine a fait fuiter un appel d'offres avec un détail du cahier des charges. Donc on avait tous les détails techniques de logiciel. C'est fou, Ça ne demandait pas une maestria technologique de fou furieux pour le reproduire. C'était à la portée de n'importe quel SS2I un peu débrouillard de développer un tel logiciel pour des coûts de développement qui se comptaient en dizaines ou en centaines de milliers d'euros. On c'est fou. n'était pas sur des trucs de fou. Là, enfin, c'est pas non plus des trucs de fou aujourd'hui, parce que c'est une API, et même en le faisant tourner en local, c'est des trucs qui sont tout à fait faisables à des coûts relativement modiques. Mais on est dans une technicité autrement plus complexe. Et je rappelle que quand Elon Musk faisait un caca nerveux tous les 15 jours, quand il était en train de racheter Twitter, il Oui, est sur les bots, ils voulaient virer les bots, mais pas mal, qui étaient des bots publicitaires niais, mais ces bots-là, aujourd'hui, je vois pas très bien comment il peut les virer. C'est très, très compliqué. bah, d'ailleurs, il a rien fait vis-à-vis de ça. Enfin, il y a pas eu de nettoyage de la plateforme de bots. Au contraire, il y a Il y a un nettoyage colossal. prolifération. Que ça Ouais. soit, non, pas du tout. Que ce soit Twitter Non? ou Facebook, ils éliminent 1 milliard de profils par an. 1 Par an, 1 milliard milliard par an. par an. Le truc, c'est que si on a 2 milliards qui se D'accord. créent, t'es réveillé par les bots. Ça veut pas dire qu'ils font Ouais. rien.
Non, non, Ils sont juste dépassés, en fait. Ce que tu dis, c'est qu'ils sont dépassés par l'ampleur du dépassés. phénomène. La technologie va à une telle vitesse que, effectivement, la génération d'IA qui est ChatGPT fait que c'est devenu une complexité inouïe par rapport à ce que c'était avant l'arrivée de ChatGPT. Donc, c'est très, très, très compliqué de lutter contre ça. À l'époque de la reprise en main de Twitter par Elon Musk, ça encore, c'est des trucs qui sont jamais traités par la presse. Elon Musk avait dégagé tout un tas de botnets du Pentagone. Le Pentagone utilisait déjà tout un tas de faux comptes Twitter pour faire de l'ingérence à droite à gauche. Et Elon Musk, qui se plaçait clairement dans une opposition au pouvoir en place, avait juste dégagé les botnets du Pentagone. Je ne sais pas comment il les avait repérés, soit vraisemblablement parce qu'il y avait un accord avec l'ancien Twitter et le Pentagone, soit par je ne sais quelle méthode, mais il avait déjà foutu en l'air tout un tas d'opérations du Pentagone. C'est moins évident qu'il le fasse aujourd'hui. À mon avis, il est moins regardant sur les opérations du Pentagone sur Twitter aujourd'hui. Mais on ne sait pas. Et oui, bien sûr qu'ils éliminent des tonnes et des tonnes de bots, parce que c'est une misance. Dès que tu parles de crypto sur Twitter, tu as des tonnes de bots qui viennent te faire chier avec le dernier scam à la mode. Ça l'arrangeait absolument pas ses affaires. Il a tout intérêt à les dégager. Et il les dégage. Il les dégage, mais comme tu dis, voilà, c'est par brouettes qui reviennent et c'est nouveau. Et sur justement la guerre informationnelle, est-ce que le retard qu'on avait pris avec la chasse aux conspi, on va le prendre aussi avec l'IA en disant, voilà, la France, l'Union européenne va être en retard aussi puisque les maîtres de l'IA vont être les Chinois et les Américains? Pas forcément, tu sais, pour construire un système comme ça, tu as juste besoin d'un abonnement à OpenAI et d'un accès à l'API. Hein. Tu n'as pas besoin de posséder OpenAI. Tu peux déployer des intelligences artificielles sur des machines en local. Hein. Tu prends DeepSeek, le truc des Chinois, tu le déploies chez toi. Tu prends Llama, le machin de Meta, tu peux le déployer sur ta propre machine. Non, c'est pas un handicap majeur. Ouais, donc là, tu penses que non, il suffit d'avoir des bons cerveaux humains pour utiliser ces outils, quoi. Il faut avoir des gens qui savent de quoi ils parlent, il faut avoir des gens qui ont étudié les tactiques et les stratégies mises en place avec ces outils, il faut avoir des gens qui ont une connaissance de l'historique de ces outils, parce que ça, 2008, le premier date de à peu près 2010, on est en 2025, en 15 ans, tu en es au stade où tu peux commencer à faire de l'épistémologie sur ces outils-là. Non, c'est complexe, mais il y a vraisemblablement, enfin j'espère, ces compétences au sein des services de renseignement français. J'espère. Ça, on l'espère, ça reste à prouver. Enfin, il y aura le Conseil de défense sur la guerre informationnelle. Le Conseil de défense, c'est autre chose. C'est un numéro d'esbrouf pour le lendemain faire un communiqué expliquant que c'est les Russes. Ouais, c'est génial. Mais la réalité, c'est qu'on a une douzaine de nations qui vont s'ingérer dans cette opération du 10 septembre. Toi, c'est ton avis? Tu penses que c'est téléguidé ou du coup, cette date du 10 septembre, elle sort pas de nulle part? Enfin, Alors, selon BFM, elle sort des Russes. Oui, ça d'accord, ok. Mais admettons que ça soit le cas. Admettons que l'idée du 10 septembre soit née au sein d'un obscur groupe Telegram animé par les Russes. Ça n'a aucune importance. C'est pas des Russes qui ont porté au nu cette idée au départ. C'est plutôt une nébuleuse qui est issue, qu'on apparente à l'extrême droite. Et puis ensuite, Mélenchon a eu cette idée brillante de dire je vais récupérer le truc parce que si ça fait comme les gilets jaunes, je serai à l'initiative de quelque chose qui pourrait faire tomber Macron. Et puis ensuite, François Bayrou a eu cette idée lumineuse qui est de dire moi je vais démissionner le 8, juste avant. C'est pas mon problème. Du coup, on va être dans une espèce de semi-vacance du pouvoir au moment du 10, où l'enjeu, ça sera la destitution de Macron, pas juste négocier un bout de grâce sur les retraites, les jours de congé. Non, il ne restera plus que la destitution de Macron, vu que d'un point de vue loi budgétaire, on va se retrouver mécaniquement à reporter la loi de l'année précédente. Ce qu'on a déjà fait avec Bayrou, qui reprend le budget Barnier Empire. Voilà. Et donc oui, ça fera 2 années blanches. Ce qui n'est pas con, d'un point de vue financier, c'est pas idiot. Ils arrivent à leur fin. Mais étant donné que l'enjeu maintenant, c'est la destitution de Macron, on a à nouveau un slogan unitaire. On n'est plus contre les Nicolas qui payent, qui veulent moins d'impôts, contre Mélenchon qui veut plus de congés et plus de retraites. On n'a plus du tout cette dualité
entre l'extrême gauche et l'extrême droite qu'il y avait avant que Bayrou envoie chier tout son monde. Et c'était, à mon avis, c'est un move stratégique brillant de Bayrou. Là, Macron destitution, on a enfin un slogan unitaire autour duquel allez, 70% de la population française peut se retrouver. Et ça remet sur le terrain les Nicolas comme Jean-Luc, qui ont un objectif parfaitement unitaire. Donc, la destitution de Macron. Au milieu de tout ça, combien de puissances étrangères peuvent adhérer à Macron destitution? Donc, on les compte. La Turquie. Je vais essayer d'aller dans un vague ordre géographique. Je ne vais pas me prononcer sur la Jordanie. Allez, Israël, à l'évidence. Ouais. La Tunisie, l'Algérie, le Maroc, dans une certaine mesure. Ils ont déjà fait des ingérences très intéressantes durant les européennes et qui n'étaient pas vraiment dans le sens de Macron. Les États-Unis, le Mali. Si on va un peu plus au sud, j'ai quand même l'impression qu'on est en froid avec le Cameroun. On corrigerait au besoin. Le Sénégal, c'est pas la folie non plus. Ça fait déjà un paquet de pays qui ont tous parfaitement les moyens de faire de l'ingérence dans le champ informationnel français. Et puis Vladimir, bien sûr, Vladimir. Et la Russie. Bien sûr, Vladimir. Et la Russie. Mais... éventuellement la Chine, même si objectivement la Chine n'a pas trop d'intérêt à déstabiliser l'Europe, c'est un marché pour elle. Donc c'est purement gratuit, mais ça serait quand même un manque de respect que d'oublier des Chinois. Donc au milieu de tout ça, on va avoir un nombre d'opérations d'ingérence, plus une opération qui par nature est décentralisée, parce que autant ils sont disciplinés à l'extrême gauche, ils obéissent au chef, et donc ils vont faire ce que le chef a dit, sauf qu'à extrême gauche, il y a quand même les black blocs qui peuvent aller foutre la merde dans tous les sens. Hein, et ça sera de la responsabilité de Mélenchon, mais de l'autre côté, du côté des Nicolas, on est sur une opération qui est décentralisée. Donc il suffit de 3 Nicolas dans un garage, et qui n'est pas suivi par la direction du RN. Ou une idée. Non, la direction du RN est totalement. Elle n'a jamais été foutue d'organiser dans le numérique. Hein, la fachosphère, c'est pas le RN qui dirige, c'est à l'insu du plein gré de la fachosphère. C'est une constellation d'influenceurs qui s'influencent ou se répondent ou s'invectivent les uns les autres, mais le RN là-dedans. Il n'a absolument aucune autorité ni aucune capacité de contrôle de quoi que ce soit. C'est pas du tout comme le dispositif online de LFI qui, lui, est hiérarchique, organisé, pensé et réfléchi. Le RN, ils sont totalement à la ramasse là-dessus. Le LR encore plus. Mais on peut tout à fait avoir droit à 3 Nicolas dans un garage qui phosphore et trouve une idée d'action incroyable qui fasse le buzz. Après tout, objectivement, l'idée d'action qui est tiens, on va aller sur les ronds-points et tiens, on va mettre un gilet jaune qui est dans le coffre de la bagnole, c'est ça qui a donné. Personne n'avait vu venir. Hein. Ouais, personne n'avait vu venir. Ça, c'est 2 idées qui se sont percutées sur les internets et qui tout d'un coup ont donné les gilets jaunes. Ce genre de truc, ça peut très très bien arriver dans un garage avec des Nicolas. Donc, il va y avoir un nombre de trucs qui vont péter dans tous les sens, qui va être absolument phénoménal. Je pense que les Nicolas qui devaient être très, très, très déçus de s'être fait récupérer et expulser comme de vulgaires par la gauche, tout d'un coup, maintenant que Bayrou a remis les compteurs à zéro, eh ben, les voilà à nouveau dans le game. Donc, il leur reste un peu plus, il leur reste 2 semaines pour inventer des méthodes d'action innovantes qui font qu'ils auront droit au chapitre dans l'immense bordel qui potentiellement se propage. Potentiellement, parce que ça peut faire rien. Ouais, voilà. C'est-à-dire que voilà, déjà la bulle médiatique va être sur le fait que Bayrou. Non, la bulle médiatique, elle sera sur Célérus. Et puis sur Célérus, bien sûr, hein, pour rassurer l'auditeur de BFM et de France Inter. Mais bon, c'est personne. Elle cherche à rassurer, elle cherche à le convaincre. Oui. Le convaincre. Il est déjà convaincu. L'auditeur Non. Ouais. Il y a vraiment Macron. Maintenant Bayrou a radicalement changé le jeu. On n'est plus du tout sur je veux une retraite à 60 ans. Ce à quoi des gens qui comprennent l'économie répondraient que c'est complètement aberrant. Ouais. On n'est plus du tout sur des Nicolas qui en ont ras-le-bol de payer trop d'impôts. Ce à quoi des gens qui sont rationnels en économie leur répondraient bah oui, mais plus d'autres solutions. On est sur Macron destitution. Ouais, c'est ça. Et donc, on a, pour le coup, un mot d'ordre que Bayrou a imposé de facto, qui peut faire une très vaste majorité transparti et transcourant
au sein de la société française, y compris les auditeurs qui restent à BFM ou à France Inter ou à tout un tas de médias qui vont nous expliquer que c'est les Russes et que tout ça, c'est la faute des Russes. Oui, c'est habituel maintenant. Mais qui plus est, depuis Clearstream, je pense que tout le monde a compris le jeu des médias. C'est ça. Donc, je pense pas que ça marchera des masses. On va juste avoir des pro-macronistes qui vont s'essouffler sur Twitter à dire si, c'est les Russes, si, c'est les Russes. Ouais, mais ça, ils parlent dans le vide maintenant, je crois. Ils parlent dans le vide, ils sont ridicules. Mais ça va pas empêcher Vladimir éventuellement de faire un truc, hein. Mais objectivement, il sera noyé dans la masse, le pauvre Vladimir. Est-ce que ça peut pas aussi, certains agitent la peur d'une reprise bonapartiste du pouvoir par Macron avec un article 16 en disant bon, c'est tellement le bordel, je prends les pleins pouvoirs. Bien sûr. Oui. Ouais. Ça, c'est un risque réel aussi. Oui. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre si vraiment le 10, tu as le début d'un chaos et d'un vrai blocage, si Mélenchon se fait déborder par son aile gauche et qu'il commence à avoir des pillages dans tous les sens, et que sur l'aile droite, ils improvisent je ne sais pas trop quoi, qui, pareil, contribue à la bordélisation. Il n'a pas d'autre choix que l'article 16. Ouais, si, il a le choix de partir. De dire, bon, il faut faire une élection présidentielle. Eh ben, ça promet. En tout cas, merci Fabrice d'avoir répondu à nos questions sur cette guerre informationnelle qui bat son plein. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, notamment de Chat Control, puisque les débats vont arriver dans un instant. Mais je reviendrai vous parler de Chat Control. Avec grand plaisir, parce que c'est vraiment pour moi le sujet. Le reste, l'ARCOM. Ça va être le sujet de la rentrée. Je pense qu'on va laisser passer le 10 septembre. Ouais. Mais la transformation de la société en Big Brother, qui pourrait s'allier avec l'article 16 dont on parlait tout à l'heure, je pense vraiment qu'on va vivre en très peu de temps le basculement vers une autre forme, un autre contrat social, social à la 1984, et que là, pour le coup, ça changera tout. Il peut y avoir un effet cliquet, oui. Si vraiment on arrive à verrouiller, à censurer totalement l'information, il peut y avoir un effet cliquet. Ouais, donc il faut vraiment être très vigilant. Et il y a une pétition d'ailleurs qui est déjà en ligne, Stop Chat Control, pour arrêter ce projet dystopique extrêmement dangereux pour nos libertés et pour la société qui est déjà dans un sale état. Voilà. Merci beaucoup Fabrice et à bientôt alors pour parler de Chat Control. À très bientôt pour Chat Control ou pour le DSA. Ou pour le 10, on verra. Pourquoi pas, oui, ça risque d'être très rigolo à commenter ça. Bah, allez, on commentera le 10 aussi avec grand plaisir. C'est toujours bonne journée à tous. T'avoir ici. Salut. Salut. Voilà, donc de quoi carburer un peu sur les différents dossiers qui sont importants en cette rentrée. Au-delà de la démission de François Bayrou, la guerre informationnelle reste quand même un des gros sujets mal traités, on va dire, par les médias mainstream et qui est pourtant au cœur de la question de l'organisation sociale, comme le disait Fabrice, à savoir est-ce qu'on change le contrat social et qu'on va vers une société où tout le monde est vu comme potentiellement un criminel et donc doit être surveillé par un Big Brother qui va de manière algorithmique voir tout ce que vous vous dites et tout ce que vous échangez. C'est quand même extrêmement important. Alors, si vous êtes devant cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à la partager et en parler autour de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné au Monde Moderne sur YouTube, faites-le. Et vous pouvez aussi vous abonner et nous soutenir financièrement pour 1 € par mois sur YouTube ou bien sur patreon.com/le monde moderne pour qu'on continue de faire ce travail d'information qui manque, je crois, sur tout un pan en fait de la sphère informationnelle française. Et on a besoin de rentrer dans le détail et notamment dans les détails des sujets qui fâchent comme ce principe de la guerre informationnelle. Donc n'hésitez pas et puis sinon simplement commentez et partagez nos contenus. C'est le bouche-oreille qui fait que de plus en plus de gens vont prendre conscience des sujets importants qui sont mis sous la table volontairement par la hiérarchie de l'information choisie par certaines rédactions.